Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir l'occasion de partager avec vous ma passion du ciel et du pilotage. Et je me disais, mais avez-vous vu, vraiment vu et regardé de la voltige moderne avancée, ces avions dans toutes les positions, des plus invraisemblables aux plus surprenantes? Est-ce que vous vous êtes simplement dit, oula, sans moi, je n'aimerais pas du tout y être? Ou bien, mais, ma parole, mais ils sont complètement fous! Même si d'aucuns aimeraient maintenant empêcher les enfants de rêver de voler, le rêve de voler est bien chevillé à l'âme humaine. Depuis toujours, on a voulu voler. D'abord pour fuir, Icare va fuir euh, le labyrinthe du roi Minos fait par son père Dédale. On a toujours envie de fuir en avion quelque part, pour connaître surtout. Les paléoanthropologues nous expliquent que Lucie, notre ancêtre, se serait mis debout pour accroître la portée de son horizon, pour savoir ce qu'il y avait plus loin, pour voir plus loin. Et puis, les hommes vont monter sur les chevaux pour avoir la perspective cavalière, on voit encore mieux, on comprend. Et puis les plus légers clairs, les plus lourds. Et finalement la fusée qui va être celle qui va permettre d'avoir les images de la Terre, de se rendre compte de ce que nous sommes vraiment dans cet immense univers, très 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 important. Et dans cette euh, très très brève histoire, tout va très vite. 1903, premier vol d'un plus lourd que l'air. 1909, Blériot traverse la Manche, un des vols fondateurs. L'Angleterre n'est plus une île. 60 ans après, ce qui est quand même rien dans l'histoire de l'humanité. 60 ans après, la même année, le 747 vol, 500 personnes, l'aviation pour tous. Le Concorde relie Paris à New York en 3 heures et on marche sur la Lune. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Et au milieu de tout ça, retenons une date, 1913, eh bien, un certain Adolphe Pégou se dit il faut que je teste le parachute. On prenait tellement de risques à ces débuts de l'histoire de l'aviation que le parachute pourrait permettre de sauver des vies, comme il le permet toujours d'ailleurs. Et il va sauter d'un avion, d'un petit blériot monoplace, il va l'abandonner, son expérience fonctionne, et au bout de son parachute, il se retourne et il voit avec stupéfaction son avion sous un déséquilibre dû au centrage qui a complètement changé parce qu'il n'est plus dedans, passer à la verticale, passer sur dos, redescendre et faire ce qu'on appelle maintenant un looping, une boucle. La voltige est née. Et très peu de temps après, puisqu'on est en 1913, la Grande Guerre est déclarée. Et là, la voltige va prendre une utilité opérationnelle. Les pilotes soldats vont pouvoir combattre d'une façon beaucoup plus efficace. Ça sauve la vie d'être un bon pilote. On peut échapper, se replacer derrière l'ennemi. On peut aussi être plus efficace. Et la voltige va se développer énormément. Et puis à la fin de la guerre, vont se retrouver sur le marché énormément d'avions. Déjà, il y a 150 avions en France au début de la guerre. On en construit 40, 50, 60 000, il en reste 10 000, plus des tas de pilotes excellents qui sont désœuvrés, qui ne savent pas quoi faire. Et donc ça va se développer en deux voies, on va commencer à transporter du courrier, on va inventer la ligne, et puis va naître la kermesse des aigles, le spectacle aérien, où à ce moment-là, les gens vont prendre des risques fous pour faire de la voltige aérienne. Alors, des fous ces voltigeurs? Je ne crois pas du tout. La voltige aérienne est à l'aviation ce que le cadre noir est à l'équitation. J'aime beaucoup la définition du général Lott pour le cadre noir, le cheval droit, en avant, calme. C'est tout à fait comme ça qu'on essaie de tenir les avions. Il faut acquérir une maîtrise complète de l'appareil, faire corps, c'est un sport de fusion pour occuper un peu tout l'espace des possibles, un vrai désir de perfection, de précision du geste, dans chaque figure à accomplir. Je pense que c'est vraiment une forme d'art pour l'art. C'est un art, la voltige. Michelet a dit une très jolie phrase. Le vol dépend de l'œil autant que de l'aile. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une chorégraphie et notre corps va aller piloter un avion pour dessiner ce qu'on veut y faire. Vous voyez ici aussi ce qu'on veut faire en compétition. Il s'agit de quoi exactement? Des révolutions autour des trois axes de l'avion, pour lui faire faire exactement tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut. L'avion s'incline en roulis, l'avion bouge en profondeur et l'avion bouge en lacet comme un gouvernail. Avec ça,
Vous pouvez le mettre dans toutes les positions. Vous voulez qu'il fasse des choses très précises qui vont s'arrêter au degré près et que vous allez placer dans ce petit box de 1000 mètres de haut, 1000 mètres de large, 100 mètres seulement à la base. Et là-dedans, si vous vous trompez de simplement quelques degrés, eh bien, vous avez perdu votre championnat. Particulièrement si on fait de la compétition, mais pour chaque vol de voltige, vous avez besoin d'être performant, d'avoir un résultat conforme à ce que vous espérez. Vous avez besoin de prendre des décisions extrêmement rapides, et donc tout ça comporte beaucoup de risques. C'est inhérent à la décision absolument rapide. Donc il est clair que ça se prépare longuement. Pour le championnat, par exemple, chez nous, c'est 3 vols de 7 minutes et un minimum de 2 ans de préparation, parce que si vous le loupez, vous attendrez 2 ans. Il y a des championnats du monde que tous les 2 ans. C'est sans doute le sport le plus marquant pour ça, parce que même si vous faites des descentes de ski, ce qui peut ressembler à ça, où vous allez avoir très vite, vous devrez avoir préparé ce que vous avez fait, vous allez quand même en faire un certain nombre, une quinzaine, une vingtaine dans votre saison, et ce sera tous les ans. Alors que nous, c'est 3 fois 7 minutes tous les 2 ans. Il y a donc un besoin de préparation en amont. On a besoin d'être excellent dans un temps court, et bien sûr, ça se prépare extrêmement longuement. C'est donc avant tout un sport de maîtrise technique et de maîtrise des risques. Mais tout ça va ensemble. Le risque est toujours calculé en fonction d'un objectif. Première chose, quel est vraiment mon objectif? Eh bien, automatiquement, il va évoluer dans le temps. On a fait évoluer tous ces désirs, tout ce qu'on veut réaliser. Moi, je voulais d'abord voler, apprendre à piloter, et puis ensuite apprendre à voltiger, et puis on m'a repéré. Alors, rentrer en équipe de France, alors gagner le championnat du monde, et puis apprendre à perdre quand on continue, et apprendre à regagner, accepter ce temps long, accepter de retravailler ma technique. Comment est-ce que je vais le faire? J'ai besoin d'apprendre à gérer déjà tous les risques courants. Il s'agit donc de commencer par écarter catégoriquement tous les risques dus au vol lui-même. Et ça, maintenant, c'est tout à fait faisable. Il y a des mesures pour ça. On a beaucoup évolué, puisque au début de l'aviation, voler en soi était extrêmement dangereux, et ça ne l'est plus parce qu'on applique des procédures, parce qu'on a appris pas à pas, comment on pouvait faire, et aux merveilles, on a fait de quelque chose d'extrêmement dangereux le moyen de transport le plus sûr au monde, moins dangereux que de prendre le train. Donc, si je m'assieds dans mon avion, je vais commencer par appliquer la procédure de base, de façon à ne pas partir avec déjà un certain nombre de risques. Ma verrière est fermée, mon essence est bien ouverte, je suis bien attaché, pas à pas, je vais faire des exercices, comme vous voyez sur cette photo, qui sont des exercices déjà de haute voltige, mais qui sont vraiment tout à fait raisonnables. Et je vais tâcher d'éviter ce que vous voyez là, parce que la photo parle d'elle-même. Cet avion qui est certainement plein pot au ras du sol, s'il a une panne moteur, il est mort. La prise de risque, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir quand même, une responsabilité, le devoir d'anticiper des conséquences. Donc, un devoir de préparation. Il y a vraiment des mesures de réduction du risque qu'on connaît bien maintenant et qu'on peut appliquer. Les militaires ont une façon de classer les risques qui est assez pertinente et qui permet de passer à une stratégie dont on va parler un tout petit peu plus loin. Mais ils imaginent qu'il y a 3 niveaux de risque dans leur mission. 1, perdre la vie, c'est à écarter. Et pour ça, c'est ce que je vous disais, on a des procédures, on a tout ce qu'il faut pour écarter cela. L'avion perdu, on a dû prendre des risques qui font qu'on se retrouve dans une situation très grave où les circonstances, malheureusement, on sait bien que le risque zéro, on fait qu'on y est arrivé. Et puis la mission ratée la plus grave, c'est on perd la vie. Donc on a en main vraiment, normalement maintenant aéronautiquement parlant, tout pour éviter le 3e niveau qui est celui de se tuer. Être excellent sur un temps court, nous avons sans arrêt dans la vie des rendez-vous semblables où on a besoin de ça. Cette performance doit l'avoir là, à ce moment-là. Ça ne servira à rien de le faire bien demain, ça ne sert à rien de le faire bien la veille. Il faut que je sois bon là, maintenant. Eh bien,
ça se construit en équipe, de différentes façons. Vous avez besoin d'avoir autour de vous tous ceux qui vont vous porter, qui vont vous aider à transformer votre rêve en idéal, ceux qui vont vous apprendre techniquement. On apprend. Le travail, vous allez le faire parce que vous avez l'envie, la motivation, l'enthousiasme, au sens de entheos, ces dieux qui sont en vous et qui vous animent. Mais par moments, ils vont faiblir. Et ceux qui vont vous porter et vous dire « Mais si, tu peux le faire, il faut continuer », ceux qui vont vous motiver, ben ce sont tous ceux qui sont autour de vous. C'est le mécanicien, c'est le médecin qui va vous dire « T'es en forme ». C'est le coach qui dit mais ça c'est pas bon parce qu'il faut mettre un peu plus de pied, il faut un peu plus de vitesse, il faut un peu plus d'énergie, il faut un peu plus de cela. Et puis vous avez le mentor, vous avez celui que vous admirez ou qui vous connaît, qui va vous aider sur le plan stratégique. Moi c'était pour mon deuxième championnat où c'était vraiment dur, il fallait remonter parce que j'avais perdu entre les deux Nicolas Ivanov qui faisait les Red Bull et qui volait avec moi, j'ai prêté mon avion et il m'a poussé à la fois techniquement, à la fois moralement en me disant ça va marcher, mais je te préviens, méfie-toi, je suis dans ta roue, je te double à la moindre faiblesse. Empêche-moi de passer. Et ça a été formidable parce que ça a pu me porter. Le meilleur booster que j'ai jamais eu, et c'est celui qui est indispensable, c'est de travailler en équipe et en confiance. L'essentiel confiance qui vient de Fides. Il y a tout dans ce mot-là. Il y a la fiabilité. C'est essentiellement technique, j'ai le bon matériel, tout va bien, je suis capable d'y aller avec ça. La fidélité de mon équipe dans le temps, leur fidélité à moi, la fidélité de mon mécanicien, c'est bon, je peux y aller. Et la foi, ma foi absolue en eux, toujours dans le temps, et la foi qu'ils ont en moi, qui va me donner la possibilité de supporter la pression de la solitude, parce qu'au moment où je vais fermer cette barrière, je vais paraître toute seule vraiment. Alors qu'en fait, bien sûr, je suis appuyée sur eux. C'est un faux sport solo, quelque part. C'est cette confiance qui fait que je vais être toujours en humilité, à l'écoute. Ça va me donner aussi le droit à l'erreur, parce que si j'ai pas du tout le droit à l'erreur, eh bien, je vais perdre des capacités, parce qu'en réalité, on progresse aussi, on fait tout pour écarter le hasard et l'erreur, mais quand ça arrive, il faut peut-être qu'elle peut nous être utile, servir à quelque chose. Les procédures sont faites pour ça. Il y a toutes ces procédures qu'on met en place, dont les principales sont le briefing et le débriefing. Aucun vol n'est fait et il ne servirait à rien s'il n'y a pas un bon briefing avant en disant voilà, le but de cet entraînement, le but de ce vol, c'est de faire ça, 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 ça. Je vais donc faire dans cet ordre avec ce niveau de difficulté. Et bien entendu, après, je débriefe. Je débriefe pas pour critiquer négativement. Je débriefe parce que je veux savoir ce que j'ai réussi à faire de ce que j'avais prévu, pourquoi ça a fonctionné, de façon à être capable de le refaire, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné et comment je peux l'améliorer. Le débriefing est absolument indissociable et il nous donne droit à l'erreur. Et en dernier, il y a le rétex chez nous, qui est, il y a eu un gros pépin, eh bien, on va essayer, ou un assez gros pépin, ou même un petit pépin, je vais l'analyser et le faire connaître, le partager avec les autres, parce que ça évitera à quelqu'un d'autre d'avoir cette difficulté ou d'avoir ce gros pépin que je viens d'avoir. Au fur et à mesure que le moment du vol approche, je vais créer une sorte de bulle autour de moi, de calme, à l'intérieur desquelles il va y avoir la concentration mentale. Je vais donc me représenter ce vol avec tout ce que je connais, le vent, il fait chaud, il fait pas chaud, ça va pas être exactement la même chose, chaque vol est différent. Je danse ce vol d'avance de façon à pouvoir réagir rapidement parce que tout ce que j'aurais pu imaginer d'avance, c'est quelque chose que j'aurais prévu. Je vais donc visualiser tout. Et vous voyez, il peut y avoir différents regards sur une même réalité, parce que là, on est au Bourget. Dans le petit encart, je suis dans mon bureau. Voici ce que je vois de la fenêtre. Voici ce que je vais voir avec mon vol. Et quand vous m'avez vu, là, en combinaison de vol, en train de faire des mouvements, en réalité, ce que moi, je suis en train de voir dans ma tête, c'est la piste, c'est mon axe. Les petits points orange, eh bien, cet axe-là, je n'ai pas le droit de passer, parce que si je passe à la droite, je suis
du côté du public et à ce moment-là, je serai carrément interdit de vol. Donc tout ça doit absolument être préparé et anticipé au maximum pour que les dernières petites surprises, j'ai une disponibilité d'esprit de façon à pouvoir parer à ça et prendre la bonne décision, puisque je serai entre 400 km/h et zéro, je serai dans une pression terrible. Tout ce que j'ai fait depuis des années dont je vous ai parlé, j'ai appris à gérer les risques, j'ai appris à être compétente, tout ça s'est écarté et maintenant je passe dans la stratégie du risque, ce que vous m'avez vu faire en dernier. Quelle décision je vais prendre maintenant en fonction du temps qu'il fait? J'ai 7 minutes là maintenant devant moi, c'est maintenant. Je suis dans l'entonnoir, je suis dans l'engagement extrême. Il faut que je sois bonne là, tout de suite. Ça servira à rien de faire ça bien demain, comme je vous le disais. J'y vais, je suis dans le temps court et c'est maintenant que tout se passe. Le seul grand risque que je cours maintenant, puisque j'ai écarté par la gestion tous les risques inhérents au vol, le seul grand risque que je cours maintenant, mais j'accepte de le courir, c'est de perdre. C'est-à-dire que peut-être que je vais prendre un certain nombre de risques, mais ce sera uniquement des risques qui peuvent me faire perdre la compétition. Tous les risques qui pourraient me faire avoir des ennuis beaucoup plus graves sont écartés. Et ça, ce que vous voyez sur cette photo, c'est le type de vol que je fais maintenant. Et sur cette photo, vous avez 4 avions différents, 3 champions du monde, derrière le premier qui est un Pitts. Je suis dans l'avion orange et bleu. Éric Vazey, champion du monde en 2000 en même temps que moi. Aude Le Mordant, championne du monde en titre avec un triple titre. Devant, c'est Bertrand Boileau. Il a été 6 ans à la PAF, patrouille de France, et il est le seul qui ne soit pas champion du monde. Et pourtant, c'est bien lui, le chef, le leader, celui qui nous apprend tout, parce que c'est celui qui est compétent dans le type de vol qu'on va faire maintenant. Et faire de la patrouille, c'est un vol très risqué. C'est donc lui qui va nous dire si ce qu'on fait est bien, qui va nous donner tous les conseils, et tous ces champions du monde vont se taire et l'écouter religieusement et appliquer tout ce qu'il dit, parce qu'ils veulent que ça marche comme ça. Première chose en rentrant, on débriefera chaque vol. Ok, la sécurité n'était pas engagée, toi tu étais un peu loin, toi tu étais un peu près, on recommence. Et je vais vous raconter une anecdote avant que nous nous quittions, que j'ai beaucoup aimée, sur le risque justement, comme ça. Quand j'ai gagné mon second titre à Toulouse, à Muret, pas si loin que ça de Bordeaux, généralement quand vous avez fait j'avais fait mon dernier vol, qui s'était bien passé, on vous félicite en disant oh, t'as fait un beau vol. Eh bien moi, pas du tout. C'est pas ça qu'il m'a dit. Ça m'a été dit, bien sûr. Mais j'ai trouvé très intéressant un pilote qui s'y connaissait bien, qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais quoi, je me suis régalée. Je me suis régalée parce que j'ai regardé l'expérience dans le box. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire, j'ai regardé la compétence, j'ai regardé la façon dont tu as pris ou calculé chaque risque tout le temps. J'avais... Le plus proche de moi, c'était la pilote la plus proche de moi, c'était Svetlana Kapanina, une Russe, très forte, mais qui était quelques points derrière. Donc j'allais tout jouer dans ce vol. Il fallait que je reste devant. Et j'ai calculé très différemment. J'ai fait un vol extrêmement différent que si j'avais été derrière et que j'ai dû la battre. Elle aurait volé sans doute prudemment, et moi j'aurais donné tout ce que je pouvais. Nos figures sont notées sur 9. J'aurais essayé d'avoir sur 10, j'aurais essayé d'avoir 9 ou 9,5 tout le temps, c'est-à-dire que j'aurais pris un peu plus de risque pour qu'elle soit encore plus spectaculaire, un petit peu de vitesse en plus, un mouvement un peu plus sec, mais avec une note où on se dit ah, formidable. Mais là, moi je voulais rester devant. Donc j'ai volé à 8, 8,5 tout le temps, pour ne pas prendre le risque de louper une figure, parce que plus je la fais compliquée ou pointue, plus je prends le risque de oh zut, j'ai fait 10 degrés de trop, j'ai fait 30 degrés de trop, et là j'ai perdu. Donc j'ai volé le plus calme possible. 9, 8,5, 9, 8, 8, très bien, ça passe, je dois continuer. Calme, le cheval, droit, calme, en avant, on continue, on va jusqu'au bout. J'ai gagné. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de colloque et merci du moment qu'on a passé ensemble.